Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, module numéro 4, on va parler de GitLab CI, mais on va aller un peu plus loin dans les différents process, idées qui tournent autour de la CI. Je me représente rapidement. Alors, qui me connaît, je suis consultant développeur chez Zenica, du coup à Nantes, en France. Et du coup, je fais pas mal de choses dans les communautés, que ce soit GitLab, Gitpod, dans l'organisation de meet-up également, et aussi de développement autour des enfants. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez me pinguer sur les 3 sessions précédentes, celle-là ou d'autres sujets, n'hésitez pas. J'ai mis un peu tous les réseaux où je suis assez actif. Et clairement, il ne faut pas hésiter. Donc là, du coup, on est arrivé sur le 4e module. On va rentrer dans le vif du sujet un peu plus poussé, on va dire, sur l'aspect CI. On va pas dire que c'est la dernière fois qu'on parle de CI dans ces 6 modules de formation, mais un petit peu quand même. Alors, on va faire un peu de rappel de GitLab CI. Cette fois-ci, j'ai mis le lien vers la documentation. La dernière fois, je ne l'avais pas mis. Et ben voilà. Il y a une doc qui est très bien fournie. Donc, quand on parle de CI, en fait, on va parler de pipeline qu'on va pouvoir détailler dans un fichier qui, de base, s'appelle GitLab CI.yaml, dans lequel on va définir des stages. Donc, ça va être des catégories de traitement. Et ensuite, on va avoir des jobs. Donc, un job, pour rappel, c'est une entité, une action assez petite qu'on va faire sur notre projet. Diverses actions, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et au niveau représentation, ça va se représenter un peu de ce style-là. Les stages, on va dire que c'est une colonne. Et notre job, c'est toutes les petites boîtes qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Et l'idée, c'est d'avoir tous les jobs d'un même stage qui vont s'exécuter. Une fois que c'est terminé, on va passer au stage après. Donc, c'est là où on va pouvoir imaginer un ensemble de traitements qui vont permettre de tester notre application, une autre qui va permettre de construire notre application, ensuite de déployer. Puis après, bien sûr, on peut vraiment imaginer des actions totalement différentes en fonction des besoins de notre projet. Et du coup, à partir de là, dans chaque job, en fait, on peut retrouver donc, un titre dans lequel on peut mettre vraiment ce qu'on veut. On va lui définir un stage, parce que sinon, le stage, il va pas comprendre, et du coup, notre pipeline, il va échouer. Chaque job, en fait, est basé sur un contexte Docker. Donc vraiment, quand je dis qu'on peut tout faire dans la CI, c'est vraiment qu'on peut imaginer n'importe quelle image qu'on peut trouver sur le registry Docker pour le plus connu, mais aussi tous les types de registry qu'on peut trouver. Et après, généralement, quand on décide de faire une action, c'est qu'on va exécuter une ligne de code. Et du coup, cette ligne de code, on va pouvoir la mentionner dans l'attribut script. Donc ça, voilà, c'est une petite morceau d'une cheat sheet que je remets là. J'essaie de les mettre à jour. Je sais que c'est un petit peu trop tard, mais il faut que je m'en occupe. Et du coup, là, en fait, la dernière fois, c'est un peu ce qu'on avait vu, dire comment créer un premier pipeline. Donc, on avait pris l'exemple d'un pipeline qui affiche tout simplement des échos, mais après, on pouvait aller plus loin. C'est là où on avait poussé le vis d'aller créer justement le déploiement de notre blog ou d'un site statique en automatique. Et du coup, vous avez peut-être pu faire votre premier pipeline. Donc ça, c'est beau. On peut faire tout dans notre pipeline. C'est un peu le message que j'ai essayé de vous faire passer la dernière fois et aussi cette fois-ci. Mais généralement, quand on arrive sur des projets qui sont un peu plus grands, de grandeur nature, des vrais cas, on va dire, en fait, on va se retrouver avec pas mal de problématiques, surtout d'optimisation. L'objectif, vraiment, c'est que notre pipeline ne mette pas 3 jours à s'exécuter. On veut vraiment qu'il dépote et qu'il soit terminé rapidement. Donc, la dernière fois, je l'ai pas dit, je ne vais pas le dire non plus dans celui-là. En fait, quand on définit un pipeline, on peut définir est-ce que le pipeline tourne sur votre branche par défaut de votre projet, ou généralement dans GitLab, on pousse quand même l'idée d'avoir une issue qui est déclarée pour créer un ticket, on l'avait déjà dit dans la 2e session, et derrière, la modification et la proposition de modification sur un projet se fait dans des MR. Et généralement, dans les MR, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter une couche de vérification pour s'assurer que le test et la modification qu'on apporte permet d'avoir des tests qui s'exécutent correctement, que tous les indicateurs, entre guillemets, qui tournent autour de l'intégration continue soient bien OK. Et donc, plus on va avoir de branches, plus on va avoir de projets, plus notre CI va être gourmande. On va pinguer les runners, donc les outils qui permettent de faire tourner nos pipelines, qui vont vraiment être sursollicités. Et donc, en fait, on se retrouve très rapidement dans un objectif qui est d'optimiser ces pipelines. Alors, comment on fait ça?
Alors là, je vais essayer de vous expliquer. Je n'ai pas le temps de faire en 30 minutes des démos de tous les attributs, parce qu'il y en a beaucoup. On va faire du slide. Dans les slides, je n'évoque pas tout non plus. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'imaginer. J'ai mis un petit morceau de code pour essayer d'imaginer dans quel contexte on peut en avoir besoin. Alors le premier, c'est needs. On va pouvoir dire qu'un job a besoin d'un autre job avant de s'exécuter. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que, je vais prendre le petit schéma qui est là. Là, on imagine du coup la colonne de gauche, c'est le premier stage, la colonne de droite, c'est le deuxième stage. Si on imagine, c'est le cas qu'on prend tout le temps, que le job numéro 1, il dure 2 minutes, le job numéro 2, il dure 10 minutes, et après, dans le stage numéro 2, on inverse les rôles. Le job 3 va durer 10 minutes, et le job 4 va durer 2 minutes. Donc là, normalement, on peut s'amuser à vous poser la question, de dire combien de temps dure mon pipeline, mais du coup, je vais enchaîner. Le premier job va mettre 2 minutes, il va se terminer. Le deuxième job va tourner, il va mettre 10 minutes, donc on est arrivé à 12 minutes. Et ensuite, le stage numéro 2 passe. Donc 2 plus 10, ça fait 12, et 12 et 12, ça fait 24. Donc là, mes 4 jobs vont durer en 24 minutes. C'est quand même assez long pour 4 jobs, mais on imagine être dans un gros projet. Ça, c'est l'orchestration de base d'un pipeline en fonction de GitLab. Mais là, on est dans un cas où, par exemple, le job numéro 3, en fait, il a besoin, on verra plus tard, il a besoin en fait, que le job numéro 1 s'exécute. Et le job numéro 2, il est un peu indépendant, il peut vivre sa vie dans son coin. Le job numéro 3, il s'en fiche. Donc là, on va dire que le job numéro 3 need du job numéro 1, ce qui veut dire, et c'est la représentation de l'impression d'écran, qu'une fois que le job numéro 1 est terminé, en fait, on va directement exécuter le job numéro 3. Donc en fait, on va avoir 2 jobs dans 2 stades différents qui vont tourner. Donc c'est là où on commence à contrarier un peu le comportement de base des pipelines. Mais à partir de là, le job numéro 1 met 2 minutes à tourner. Le job numéro 3 met 10 minutes à tourner. Mais en parallèle, le job numéro 2, il a tourné en 10 minutes et le job numéro 4 en 2 minutes. Donc au final, notre pipeline a duré 12 minutes. Donc en fait, juste avec un petit attribut, on a réussi à gagner la moitié du temps du pipeline. Donc là, forcément, c'est un cas qui est bien voulu. Mais sur des vrais projets, sur des vrais contextes, en fait, c'est important de prendre un peu de recul sur notre job et de dire, est-ce que le job numéro 4 a besoin que tout le monde soit fini pour commencer? Donc voilà. Donc un petit mot-clé, need, mais qui peut permettre de faire gagner quand même beaucoup de temps. Une autre action, c'est le trigger. Trigger, c'est quoi? C'est en fait, on imagine notre pipeline qui fait, on va dire, 250 lignes, un pipeline, enfin un fichier assez conséquent. La dernière fois, j'ai dit que c'était quand même bien pour la lisibilité de ce fichier-là, comme tout le code, c'est d'avoir des fichiers qui sont assez petits pour derrière essayer de les réutiliser. Donc là, on va splitter nos fichiers. Et en fait, on se rend compte que peut-être un job ou un traitement de job, en fait, ils peuvent tourner, entre guillemets, sans que le job parent ait besoin de l'info. Donc, par exemple, on peut imaginer je ne sais pas, un projet qui tourne, et en fait, on se dit, pour des raisons X ou Y, c'est pas forcément la meilleure, mais que tous les tests de sécurité vont tourner en fait en arrière-plan, et que même ces tests de sécurité sont au chaos, on continue notre pipeline. C'est pas la bonne pratique. Mais il y a des contextes qui peuvent expliquer ce genre de choses. En fait, là, on va exécuter un pipeline enfant, où on va utiliser le mot-clé trigger. À partir de là, on va inclure le fichier qu'on veut appeler. Et du coup, j'aurais pu le mettre en représentation graphique. Mais en fait, on va voir que notre job va avoir un style différent, avec 2 chevrons sur la droite, qui vont permettre de voir que ce pipeline s'exécute en tâche de fond, et surtout dans un thread à part. Et pendant ce temps-là, notre pipeline principal va pouvoir du coup continuer sa vie et puis, entre guillemets, ne pas attendre le résultat de ces informations-là. Donc ça, c'était le use case de base lors de l'introduction de ces pipelines enfants. Et depuis, en fait, GitLab a rajouté le petit attribut stratégie pour indiquer, en fait, si on a vraiment besoin du résultat. Donc là, en mettant le mot-clé stratégie de .depend, en fait, notre pipeline enfant va tourner, mais du coup, le pipeline parent va quand même avoir la main sur le résultat du pipeline. Et c'est là où on va pouvoir décider, est-ce que mon pipeline plante si mon pipeline enfant plante? Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'était très pratique cet attribut. Derrière, il y a
il y a un autre attribut, l'attribut rules, qui permet de faire pas mal de choses. On peut rajouter un rules2.if pour faire des tests en fait sur l'exécution de notre pipeline. Est-ce que notre job peut tourner si par exemple on est sur la branche par défaut de notre projet ou pas? Mais là, du coup, je voulais vous parler d'un sous-attribut, changes, qui permet en fait de dire exécute mon job si la condition de mon rules change est acceptée. Sous-entendu, est-ce que, dans mon exemple, est-ce qu'un fichier Java a été modifié? Si oui, j'exécute ce qu'il y a dans la balise script. Imaginons, on a fait, donc on a un projet Java et on s'amuse je sais pas, à rebuilder notre application. Si on n'a modifié aucun fichier Java, aucun fichier de configuration, pourquoi rebuilder le test? Et en fait, il y a beaucoup de pipelines qui ont ça. Donc, ça veut dire que la construction de projet, par exemple, va faire perdre du temps à notre pipeline et à partir de là, perdre du temps sur notre exécution globale. Donc, c'est un peu gênant. Donc, ça, c'est important de penser à ce changes parce que derrière, voilà, on peut conditionner l'exécution des scripts et ça ne sert à rien de faire quelque chose qui n'a pas d'intérêt dans notre cas. Donc ça, ce que je montrais avant, c'était sur la partie l'orchestration des jobs. Là, maintenant, on va pouvoir voir un peu comment optimiser le temps d'exécution des jobs. En fait, là, il y a deux attributs qui sont importants. C'est tout ce qui concerne le cache et les artefacts. Alors souvent, dans pas mal de cas, on mélange les deux et en fait, on met des choses dans les artefacts qui en fait ont une vocation à être dans le cache. Le cache, en fait, l'objectif, c'est vraiment de sauvegarder des éléments qui sont issus de dépendances extérieures. Par exemple, en projet Java, on met tout ce qui est dans les dépendances Maven. Pour les projets qui sont côté front, on va plutôt mettre tout ce qui est dépendance NPM dans ce cache. Comment on le déclare? En fait, on va utiliser du coup la notion de cache. Et à partir de là, en fait, on peut lui dire mets tout le répertoire .npm dans le cache. Donc en fait, on va utiliser l'attribut qui est pass. Et derrière, en fait, on va pouvoir lui définir aussi des clés qui va permettre de dire est-ce que j'ai besoin de rafraîchir mon cache? Là, on est dans une configuration de projet NPM. En fait, on va décider de mettre le contenu du package-log.json dans le cache. Ce qui veut dire que si jamais il y a une modification de version qui est apportée dans ce fichier-là, et ben dans ce cas-là, il va rebuilder le cache. Et c'est quelque chose qui peut vous faire gagner du temps parce que j'imagine que si vous faites du Java ou du Node, vous savez que récupérer les dépendances d'un projet peut mettre beaucoup de temps, surtout sur les projets qui sont assez conséquents, et que dans la plupart des cas, ça ne sert à rien de le faire. Donc voilà. Donc en fait, quand on va mettre cette configuration que vous voyez à l'écran, quand on va regarder les logs du job, en fait, on va voir qu'il utilise un cache. Il va dire cache, il récupère le cache, et une fois que c'est fini, on peut même aller plus loin, de dire est-ce qu'il a besoin de le pousser ou pas. Bon, en tout cas, je vais juste vous parler du cache. Mettre des fichiers dans un cache peut faire gagner beaucoup de temps. Voilà, donc vous pouvez déjà sur votre poste, sur votre ordi, quand vous faites ce genre de manipulation, il y a une gestion de cache qui est effectuée sur votre ordi, et bien dans RCI, c'est pareil. Très important. Il y a une autre notion, c'est les artefacts. Alors là, les artefacts, c'est un peu différent. Il faut imaginer, par exemple, quand on veut construire un rapport de test, ou je ne sais pas, fournir des logs supplémentaires, peu importe. Là, je prends le contexte d'un projet Java. Quand on fait des tests unitaires, on utilise souvent JUnit. Je pense que tout le monde, si vous faites du Java, vous connaissez ça. On va exécuter des tests dans la CI, mais s'il y a un test qui est KO, comment on fait pour le savoir? Quand on lance la commande maven test, il va générer un certain nombre de fichiers. Et en fait, quand on va le mentionner dans le pass de notre artefact, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer ces fichiers. Donc en fait, GitLab, par un biais, je ne sais pas lequel d'ailleurs, il va nous permettre de les mettre à disposition et en fait, on va pouvoir y accéder. Et ça, c'est assez important. Comment on déclare ça? En fait, voilà, on peut définir donc le tag artifact avec un pass. Donc là, par exemple, c'est le répertoire out. Je ne sais pas dans quel contexte, mais on peut imaginer un répertoire out qui contient des infos. Et derrière, quand on travaille sur du cache, on le verra après, mais en fait, ces fichiers sont quand même sauvegardés quelque part. GitLab, il les sauvegarde sur un répertoire, sur un bucket plutôt, un bucket GCP par exemple. Et c'est bien de mettre la notion d'expiration, comme ça, notre fichier, quand la durée d'expiration est atteinte, il va supprimer ces fichiers. Donc en fait, il va alléger l'infrastructure où est maintenu les différents runners. Donc c'est pareil, ça fait gagner de la place, ça sert à rien de garder des choses qui ne sont plus utilisées par, du coup, par exemple, vous ou votre équipe.
Donc, pensez au expire, très important. Pour nous, ça ne changera rien, mais pour les personnes qui gèrent les runners, qui gèrent l'infra, ce sera utile, ça évitera d'avoir des gigas de logs à supprimer. Et en fait, quand je dis que les artefacts vont être disponibles, c'est-à-dire que là, j'ai mis un exemple de pipeline, donc c'est un job, vous voyez, vous connaissez un peu l'interface. En fait, on va avoir justement 3 boutons qui vont apparaître, le bouton Keep, Download et Browse. Donc en fait, c'est-à-dire que soit on télécharge tout le zip, donc tout le zip de votre artefact qui contient tous vos répertoires que vous voulez. Hop, je mets la petite flèche. Et par exemple, vous pouvez aussi du coup appuyer sur le bouton Browse. Donc en fait, ça va ouvrir les fichiers dans un navigateur et vous pourrez vraiment aller se balader dans l'arborescence de vos fichiers, les consulter si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les télécharger, donc c'est quelque chose qui est assez pratique. Et ça permet, par exemple, comme je disais tout à l'heure, de récupérer des fichiers, des rapports de tests, des rapports de sécurité, des métriques, beaucoup de choses. J'ai pas de slide, mais même si on va plus loin, en fait, c'est pratique pour rendre des dépendances. On peut imaginer qu'un job fabrique des fichiers et le job d'après, en fait, travaille sur ces fichiers-là. Et c'est là où, en fait, les artefacts vont être importants. On va mettre à disposition un répertoire. Du coup, le job d'après, il va avoir accès à ce fichier généré avant, pouvoir faire des choses, etc., les balancer. Donc, les artefacts permettent aussi d'échanger des fichiers entre les jobs pour faire diverses choses. On peut imaginer beaucoup d'informations. Donc, vous voyez bien que le cache et l'artefact sont vraiment 2 choses très distinctes. On peut mélanger, ça peut marcher, mais du coup, il faut faire attention parce que forcément, quand on met en cache, ça envoie les informations sur un bucket, alors que l'artefact, il n'est pas vraiment. Je ne sais pas où il est stocké, mais c'est quand même plus gourmand. Donc, derrière, il y a de l'optimisation à faire. Donc, méfiez-vous. De l'optimisation dans l'écriture des pipelines, moi, c'est vrai que je l'ai déjà dit. Je suis dev, j'ai pas envie d'écrire 20 fois la même chose. Donc là, dans la CI, c'est un peu pareil. Souvent, on se rend compte qu'on va exécuter peut-être des actions différentes. Un cas concret, on veut déployer sur un environnement de production, on veut déployer sur un environnement de staging, de test, de dev, etc. L'action de déployer, normalement, elle doit être la même. C'est juste que c'est variabilisé, c'est contextualisé. Et en fait, on pourrait imaginer que notre action de déploiement va être dans un job, par exemple le my main job, et que derrière, notre job de déploiement en production va en fait étendre de ce job, my main job. Comme ça, en fait, l'action d'écriture de déploiement ne va pas être inscrite dedans, il va récupérer certains attributs. Alors, il faut se méfier. Si là, on reprend le cas que j'ai mentionné ici. Mon premier job contient une variable value. Bon, on peut choisir un autre nom d'ailleurs, mais c'est value. Dans mon second job, le fait d'avoir un extend de mon premier job va en fait me permettre d'avoir accès à cette variable value. Si dans mon second job, j'aurais redéfini la variable value avec une valeur test2, dans mon job, my second job, j'aurais eu la valeur test2. Le job dans lequel on étend quelque chose à la main et réécrase les choses qui sont potentiellement définies dans le job du dessus. Alors forcément, là dans mon exemple, ça peut être compréhensible. Par contre, il y a ça peut être problématique dans certains cas. Et c'est pour ça que GitLab a mis en place l'attribut référence. Donc c'est même point d'exclamation référence. Dans mon second job, je peux simplement choisir de l'attribut que j'ai besoin. Si on imagine my main job avec d'autres éléments, en fait, je veux simplement récupérer la référence variable qui se situe dans my main job. Donc en fait, là, je récupère uniquement les variables. Donc ça, c'est intéressant quand on a des jobs assez conséquents qui font beaucoup de choses. Et en fait, nous, lors de l'ajout d'un nouveau job, on veut simplement réutiliser une partie. Bon, ça, vous verrez, c'est à l'usage. On arrive quand même dans des cas assez pas forcément tordus, mais des cas assez concrets avec vraiment une chaîne de déploiement continu assez conséquente. Et du coup, une autre optimisation, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, généralement, les gros fichiers de CI/CD, c'est pas forcément bon, on préfère mettre des petits. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est d'utiliser le mot include. On imagine un fichier YAML. Du coup, vous voyez qu'il ne porte plus le nom de gitlab.ci.yaml, mais ce qu'on veut. On peut avoir un job qui fait une action. Si derrière, en fait, je vois que ce job m'intéresse et que je veux l'inclure dans un autre pipeline, je peux tout simplement l'inclure. Je peux l'inclure, et quand on inclut, il y a plusieurs façons de faire. Soit on inclut un fichier qui se trouve en local dans notre projet,
Donc là, on imagine vraiment que mes deux fichiers sont exactement dans le même projet GitLab. J'aurais juste besoin du mot local, ce qui veut dire que dans mon pipeline, je vais avoir un stage test qui va apparaître. Et en plus, je vais avoir mon stage deploy qui apparaît avec mon second job. Donc ça, c'est plutôt important. Tout à l'heure, j'en reparlerai à la fin, mais c'est bien de faire ce genre de choses parce qu'en plus, enfin, je ne le note pas ici, mais on peut s'amuser à surcharger les valeurs du job inclus dans notre pipeline. Donc c'est plutôt pas mal. Dans le cas que je disais tout à l'heure, on pourrait imaginer un job, un fichier qui permet de déployer un projet quelque part. Et du coup, dans ma CI, je pourrais l'inclure pour éviter de réécrire ce déploiement. Et comme ça, je pourrais en fait choisir les jobs que j'ai besoin. On peut aussi inclure des fichiers qui sont dans un autre groupe GitLab ou directement sur une URL distante, dans lequel forcément est public. Et voilà. Donc là, j'ai juste mis le include local, mais en fait, il y a d'autres attributs. Donc c'est pour ça que je vous renvoie à la doc que j'ai mis au tout départ, parce qu'il y a pas mal de sous-attributs, des attributs que je vous présente qui permettent vraiment de configurer. Mais là, du coup, en 30 minutes, c'était histoire de vous donner un max d'infos avec du coup un exemple simplement sur un slide. Que vous comprenez que de faire les modifs dans un projet de démo et d'attendre les pipelines mettrait du temps. Donc ça, voilà, c'était des notions de vraiment de CI pure, d'écriture de fichiers YAML. J'en parlerai pour finir avec un truc qui est apparu il n'y a pas longtemps. Mais en lien qui est avec la CI, c'est les environnements. Souvent dans les exemples, je cite quand vous voulez le déployer en local, déployer en staging, sur un environnement de dev, sur de pré-production, de production, etc. En fait, GitLab peut aussi vous aider visuellement. Dans la partie, alors là, je l'avais épinglé, mais bon, dans le menu, il y a un menu environnement qui permet en fait de voir justement les différents environnements que vous pouvez avoir. Donc, ça peut être intéressant, justement, si vous changez de casquette, vous ne prenez plus votre casquette de dev, mais plutôt de personnes qui suivent un peu le projet ou qui supervisent les environnements. Vous pourrez imaginer justement avoir ici, donc là, les lignes, c'est des tags GitLab. On ne parlerait pas plus, mais c'est possible de le faire. Avoir une ligne déploiement pré-production, production, et de voir en fait quand est-ce que ma production a été livrée. Si tout s'est bien passé, généralement c'est mieux aussi. Et potentiellement ensuite aussi faire des liens vers les environnements, parce que l'URL elle est cachée quelque part, etc. Si souvent vous avez peut-être des outils qui permettent de lister les environnements. Là, c'est directement intégré dans GitLab. Donc, on revient à la notion de plateforme DevOps du départ, où justement, vous n'avez pas à quitter GitLab pour aller se connecter sur un environnement. Donc ça, c'est assez sympa à utiliser, pas forcément très connu. Et comment ça se fabrique? En fait, dans la CI, on revient à la CI justement, on va initier un job, donc un job-env, qui va faire pas mal de choses. Donc, on peut imaginer justement déployer notre projet sur une production. Et en fait, on va utiliser le tag environnement. On va lui mettre un nom. Donc, le nom, c'est le nom vraiment que vous voulez. Et dans l'URL, vous pouvez mettre l'URL de votre production. Et c'est pour ça que quand on a sur l'impression d'écran le petit bouton Open, il va faire le lien entre votre environnement et l'URL de votre production. Par contre, on voit le petit bouton Stop et on pourrait se dire, c'est cool, en fait, il va arrêter mon environnement vraiment sur mon serveur. Sauf qu'au final, non. Le fait de faire stop dans GitLab permet simplement on peut même supprimer l'environnement, mais supprimer l'environnement au sens de GitLab. Et ça, c'était un besoin qui avait été identifié en disant, en fait, moi, quand je veux faire stop, je veux vraiment arrêter mon environnement physique, enfin, ma VM, mon infra, je ne sais pas quoi. Donc là, dans la CI, on a moyen de mettre un attribut onStop qui, du coup, va contenir le nom d'un job défini dans votre CI qui sera appelé uniquement quand on appuiera sur le bouton Stop de votre pipeline, de votre environnement dans GitLab. Donc là, dans ce cas-là, on pourrait tout simplement dire, voilà, Stop my environment, c'est un job que j'ai défini, et à partir de là, j'ai besoin de définir le nom de mon environnement, l'action de .stop, ça on est obligé. Et au final, GitLab ne peut pas arrêter tout seul votre environnement. Bien sûr que ce qui est entre les crochets dans la partie script, c'est vraiment votre action d'arrêter votre environnement. Donc, ça peut être vraiment une connexion sur un serveur pour stopper votre infra, pour éteindre votre environnement sur le cloud, etc. Donc, voilà. Donc, cette partie d'environnement, elle est assez subtile, mais elle est assez intéressante parce que d'un point de vue utilisateur,
Moi, je le répète, je suis dev, mais du coup, quand je vois la liste de mes environnements, ça permet de voir aussi qu'est-ce qui a été livré sur mes environnements et ça permet de répondre à un besoin de dire quelle est la version de mon composant sur tel ou tel environnement. Quand on en a un ou deux, on peut le savoir rapidement. Effectivement, on peut se connecter sur une machine et détecter et repérer la version. Mais quand on imagine avoir beaucoup d'environnements, c'est un peu vite galère. Donc, à partir de ce truc-là, intégré dans votre CI, vous pouvez voir un peu où vous en êtes. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose d'important que je voulais évoquer aussi dans la partie CI avancée. Et une autre feature, du coup, j'en ai déjà parlé, c'est la partie registry. Généralement, quand vous construisez votre projet, maintenant, il y a beaucoup de projets qui utilisent quand même Docker, qui s'amusent à pousser sur le hub Docker. En fait, GitLab, depuis le début, ils ont voulu vraiment amener un registry d'images Docker, un registry tout court. Donc, on voyait dans l'impression d'écran, on peut soit déployer des packages, soit des images Docker. Et je crois qu'il y a même une autre partie aussi, mais qui n'est pas dispo dans le screenshot. C'est pour tout ce qui concerne des composants Terraform, mais à vérifier. Et en tout cas, là, dans le registry, en fait, on peut stocker des images Docker et on peut avoir des arborescents. Donc là, vous voyez que sur un projet, j'ai 6 images Docker différentes. Et dans chaque image Docker, j'ai des tags différents. Et ce qui me permet justement de rester dans une plateforme cohérente et toujours la même. Comment ça marche? En fait, on va simplement effectuer des actions Docker login, build, etc. Et en fait, on préfixera toutes nos images par le registry.gitlab.com, si vous êtes sur gitlab.com. Et derrière, par exemple, là, c'était le cas de notre premier projet qu'on avait initié lors de la première session. On pourrait déployer des images Docker avec cet attribut-là. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi à part de votre CI, mais du coup, quand vous allez builder une application dans votre GitLab CI, vous allez pouvoir utiliser le registry GitLab, comme ça, au moins, tout est au même endroit. Alors du coup, je voulais vous parler d'un truc qui est apparu il n'y a pas longtemps et qui pour moi est assez important. C'est l'attribut spec input. En fait, cette fonctionnalité a été ajoutée dans la version 15.11 et qui en fait est le début d'une énorme épique qui consiste en fait à créer des catalogues de CI/CD. Je vais vous montrer un peu comment on faisait avant. Donc avant, en fait, par exemple, le cas d'utilisation des variables, avant, en fait, on imaginait pouvoir déployer quelque chose et on faisait un dollar ma variable. La variable était soit définie dans votre pipeline, directement dans votre fichier YAML, mais si on imagine optimiser l'écriture de notre pipeline, en fait, on pourrait se dire, ce truc-là, il déploie quelque chose quelque part. Et un autre fichier YAML pourrait dire, en fait, cette partie de déploiement, ça m'intéresse, donc j'utilise le mot-clé include local que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et en fait, je vais définir des variables, myService et myImage, avec les infos que j'ai besoin pour le projet. Et à partir de là, en fait, notre pipeline, il va tourner, on va envoyer les variables au job qui est inclus et ça va déployer ce que je veux là où je veux. Par contre, si la personne dans le fichier de gauche ne mentionne pas les variables, qu'est-ce qu'on va faire? Notre pipeline, il va tourner, et dans ce cas-là, il va déployer un truc qu'il ne connaît pas, à un endroit qu'il ne connaît pas, donc il va planter. Si on a un job, effectivement, on va avoir l'info très rapidement, mais si on imagine une chaîne de CI/CD très conséquente avec, par exemple, 5 stages, 15 jobs, en fait, on va attendre une demi-heure pour se rendre compte qu'on a oublié un truc qui est assez bête. Et c'est là où l'attribut spec input est intéressant, parce que ça va devenir comme ça. En fait, on va définir quel est le contrat d'interface de notre job. Donc là, on retrouve mes deux variables myService, myImage. Et en fait, pour myImage, j'ai envie de définir une variable par défaut. Comme ça, les gens qui vont pouvoir m'appeler ne vont pas en fait avoir besoin forcément de spécifier quelque chose. Dans le cas où ça leur convient, très bien, ils n'ont rien à faire. Mais en tout cas, ce bloc de code est au début de vos pipelines. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez inclure un fichier dans votre pipeline, vous allez voir un peu ce qui se passe et rapidement, vous allez avoir tous les inputs du coup obligatoires à votre projet. Et si jamais vous en oubliez un, en fait, on va le voir directement dans cet aspect-là et du coup, c'est pas terrible. Alors, j'ai oublié de le mettre dans le slide, donc je vais revenir un petit peu en arrière. Avant les variables, on mettait un dollar. Avec le spec input, en fait, l'attribut change un peu. On va avoir un dollar double crochet, le nom de la variable. Donc, ça change un petit peu l'écriture, mais c'est pour aussi peut-être faire le distinguo entre les spec input. Ça, c'est une interprétation que je fais. En tout cas, c'est quelque chose qui est très pratique. Je suis en train d'écrire un article de blog pour expliquer tout ça, justement. Et moi, je commence à le mettre en place. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pareil, c'est
l'optimisation d'écriture de pipeline de GitLab CI, mais du coup, ça permet de mettre justement des templates dans vos projets ou dans vos équipes ou dans votre entreprise. Et voilà. Donc, il y a des boîtes qui le font déjà. Je pense à R2 DevOps. Donc, c'est une boîte qui est spécialisée justement dans la création de catalogues de CI/CD, qui a déjà fait ça. La GitLab, ils sont en train de faire un peu leur tambouille. Je pense que derrière, il y a autre chose aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai fini le tour de tips, entre guillemets, pour optimiser votre pipeline, qui sont en exécution, en écriture ou aussi en factorisation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne l'ai pas mis, mais j'ai pas mal de ce que j'ai raconté, c'est dans des cheat sheets GitLab. Donc, j'ai remis le QR code de la dernière fois. Et du coup, on a rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours pour parler d'intégration de Kube, donc de Kubernetes et d'autres outils GCP. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'essaierai de vulgariser un peu tout ça et de vous montrer justement la partie déploiement continu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre soit la parole, soit à les mettre dans le chat, ou même si ça concerne d'autres trucs autour de GitLab. Merci de votre attention.